Ainsi vient le temps des cerveaux électroniques. La technique des calculatrices, des machines qui informent, enseignent, se communiquent, résolvent les problèmes les plus complexes à la vitesse de la lumière. Ces cerveaux, quelles seront leurs limites? Ici, la voie IBM 7772. Et vous ne trouvez pas que ça fait un peu peur? Après tout, pourquoi aurait-on plus peur des ordinateurs que de l'énergie atomique? Ce sont des œuvres de l'homme, utilisées par l'homme, et il dépend de l'homme de les utiliser pour son bien ou pour son mal. One Taiwan company to replace workers with 1 million robots. Robots are coming to Foxconn. And most of the iPhones, iPads, and so forth are assembled by Foxconn. 1 million. That's a large number. That's a large number, and they don't get tired. They don't demand better working conditions, and for Foxconn, they don't create a public relations headache by committing suicide. Now, and I want to know, who are the companies that are going to be supplying these robots? It seems like a huge opportunity. Absolutely. A lot of those companies are in the United States. A lot of those companies hey, are... maybe we'll create jobs, actually, out of What? this. What? Jobs Yes. here in the US? Well, we certainly need them. Virtuel et numérique, un nouveau monde s'est mis en marche il y a moins de 15 ans, presque une éternité. Petit à petit, nous avons laissé entrer les machines dans nos vies, au travail, dans nos loisirs, partout. Nous les avons adoptées parce qu'elles nous rendent service, sans cesse plus rapides, miniaturisées, intelligentes. Jusqu'où laisserons-nous encore aller nos machines? Sans même nous en rendre compte, nous vivons désormais dans un monde peuplé d'écrans auquel nous faisons face la plupart du temps. Et nous ne réalisons pas ce que ces machines numériques changent en nous profondément. Quels besoins viennent-elles satisfaire au point de devenir chaque jour un peu plus indispensables à nos vies? La gare de Grand Central représente le summum d'une culture basée sur le temps, sur l'horloge. On peut considérer l'histoire humaine comme l'évolution de la relation au temps. L'invention de l'horloge à la Renaissance a permis l'émergence de l'âge industriel et d'une culture basée sur les horaires et la productivité. Et ce lieu incarne ça parfaitement. Mais maintenant, nous sommes en train de passer de cette culture du temps à celle de l'ordinateur. Or, la logique informatique est en dehors du temps. On est donc passé de la logique des horaires à celle des programmes. Nous utilisons les outils technologiques sans savoir à quoi ils servent. La logique des programmes dans notre vie, nos courriers électroniques, notre BlackBerry, notre iPhone, vont devenir de plus en plus addictifs pour que nous ayons de plus en plus envie de les utiliser. Quand on regarde ces emails, ils ne sont pas tous intéressants. Il n'y en a qu'un sur 10 ou seulement un sur 30 qu'il sera. Celui qui délivre une récompense, la dose de sérotonine, un mot sympa d'une copine ou de l'argent qu'on n'attendait pas, un petit moment de bonheur. Et ces mails arrivent à intervalles parfaits pour qu'on devienne accro. Donc on vérifie tout le temps. On garde l'objet en mode vibreur à portée de main, rapidement accessible.
dans un monde où on est en fait tous déconnectés les uns des autres, physiquement et émotionnellement. Le malaise, on l'éprouve pas forcément devant une machine, on l'éprouve souvent devant le sentiment de dispersion. En disant ah, j'ai plus le temps de rien, ah, je peux pas me concentrer longtemps. On constate qu'on n'arrête pas de quantifier ce qu'on fait. On constate que ça nous rend malheureux, on constate que ça nous rend aveugles, mais il n'est pas si évident d'arrêter. Notre interaction permanente avec la technologie cache une forme d'addiction au calcul, une forme d'addiction aux chiffres, comme si on devenait ces données numériques et qu'on n'était pas finalement autre chose que ça. Un sixième continent, virtuel et numérique, existe donc désormais parallèlement à notre monde physique. Et les outils électroniques nous permettent d'y accéder où que nous soyons. Mais cette interaction de plus en plus permanente et compulsive avec nos machines sera-t-elle sans aucune conséquence sur la réalité de nos vies? Hello, Stephen. I hope you are well. This interview won't take long. Here we go. You constantly seek money and power. Not really. You accept rules and regulations without complaint and never deliberately break them. To a large extent, yes. In sales, the law of the jungle prevails. You take fellow salespersons as competitors in a competitive world. No. You welcome criticism and accept your weaknesses. Yes. You believe people are more important than profits and policies. To a large extent, yes. You still believe that selling does not have anything to do with aggressiveness. Not really. Success and progress is the ultimate goal. Don't know. You believe there is room for everybody. Yes. Here is the last question. You welcome criticism from your boss and do not hesitate to give your point of view. Yes. Thanks for your time. Do I get the job? Your strengths would be great in customer service. You can be a very good peer. Excellent. Sounds pretty accurate. That's right. Yeah. Le robot enregistre les réponses verbales et en plus, il capte les réponses émotionnelles, comme on peut voir sur cet écran ici. Ce qu'on cherche à déterminer, ce sont les changements par rapport aux traits du visage. Par exemple, vous voyez ici, il y a une pointe négative en réponse à la question « Croyez-vous que le patron a un travail difficile et a besoin de soutien ?» Et Mathilda est très forte pour identifier même les infimes changements d'expression sur nos visages. Si nous fronçons les sourcils ou si on sourit, alors qu'un œil normal ne remarquerait même pas de si minuscules changements. Nous pouvons donc faire une évaluation précise, une comparaison du profil émotionnel de Stephen par rapport à celui de l'équipe de travail dans laquelle il devra s'intégrer. Nous allons pouvoir changer fondamentalement la façon dont les employeurs vont traiter les données des employés afin d'améliorer la qualité de la prise de décision pour l'embauche de personnel commercial, comme dans cet exemple. Nous sommes en train de vivre une mutation prodigieuse, comme il s'en produit sans doute tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans. Nous voyons tous que le monde dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons été élevés, dans lequel nous sommes devenus citoyens, dans lequel nous avons commencé à travailler, que ce vieux monde est en train de disparaître avec ses repères, avec ses certitudes, avec ses valeurs. Et nous entrons dans un nouveau monde qui, pour une bonne part, n'a pas encore été pensé. Donc nous faisons l'expérience de l'impensé. Je veux dire par là que depuis une vingtaine d'années, les progrès technologiques ont été plus vite que la pensée.
Aujourd'hui, la technologie augmente considérablement les capacités de l'être humain. Ici, nous créons des systèmes robotiques portatifs pour améliorer les êtres humains sur le plan physique. Dans le laboratoire que je dirige au MIT, nous développons la science des systèmes intégrés humain-machine. Nous fabriquons des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches. Après de multiples essais, nous parvenons à créer des systèmes qui peuvent imiter parfaitement la plupart des mouvements biologiques naturels. En 1982, j'ai eu un tragique accident de montagne et mes 2 jambes ont été amputées juste en dessous du genou à cause des dommages causés au tissu par le gel. J'étais donc motivé naturellement pour développer des prothèses. Ce que vous voyez ici est une prothèse bionique. Le mécanisme contient 5 ordinateurs intégrés, des microprocesseurs et 12 capteurs. À l'intérieur, on a un dispositif qui imite le muscle et le tendon actionneur. Quand je monte un escalier, j'ai plus de puissance musculaire. Et quand je descends, ça amortit. Le système s'adapte assez bien à tous les terrains. Je dirige aussi une société qui s'appelle iWalk. Sa mission est de commercialiser nos prothèses pour qu'elles puissent être utilisées à travers le monde. I lost my leg in Baghdad, Iraq. I was a staff sergeant. I'm Justin, and I walk. Avec les guerres en Irak et en Afghanistan, à cause du nombre de soldats qui reviennent blessés, il y a maintenant quantité de fonds du gouvernement disponibles pour les recherches sur les prothèses. Au cours de la prochaine décennie, on va voir apparaître des interfaces extrêmes avec le corps humain. Comme par exemple de minuscules dispositifs électroniques implantés dans le corps qui pourront se connecter directement au système nerveux. Ces dernières années, de nouvelles disciplines se sont développées et contribuent à l'évolution des prothèses. La robotique, l'ingénierie des tissus, des machines capables d'apprendre. Et nous allons pouvoir les intégrer pour faire naître l'âge de la bionique. Pour nous soigner, nous réparer, nous avons depuis longtemps déjà laissé les machines s'immiscer dans nos corps, et jusqu'à fusionner aujourd'hui avec nos organes et nos sens. Nous serions donc sur le point d'entrer dans une ère bionique, faisant naître un nouveau genre humain, mi-homme, mi-machine, les cyborgs. Mais pour quel changement ? Si j'avais pu retourner travailler en Allemagne, je l'aurais fait. Mais je n'avais qu'un post-doctorat là-bas dans mon laboratoire de biochimie. Et maintenant, je suis vraiment trop vieux pour rechercher un travail en Allemagne.
Moi, ça va. Je suis bien dans ma tête. Tout dépend de la perception que l'on a de soi-même. Ce n'est pas pareil pour les amputés et pour les gens comme moi, victimes de la thalidomide. J'ai toujours été comme ça. Alors je n'ai pas eu l'obsession de vouloir avoir des jambes. En fait, j'ai porté des prothèses quand je faisais mon doctorat, parce que je ne pouvais pas utiliser une chaise roulante dans le laboratoire. Ce n'est qu'un outil. Les jambes ne sont qu'un outil pour moi, comme la chaise roulante que j'utilise pour me rendre d'un endroit à un autre. Ça ne définit en rien mon identité. C'est une chose d'avoir des jambes artificielles pour marcher. L'enjeu change complètement s'il s'agit de les perfectionner suffisamment pour retourner sur le champ de bataille. Là, on entre dans autre chose et progressivement, on voit des soldats qui veulent non seulement être réparés pour se réintégrer dans la société, mais qui désirent de plus en plus retrouver les capacités d'exercer leur métier. À partir de ce moment-là, on risque de voir de plus en plus d'améliorations de l'humain fondées sur ce genre d'exigences. En 2009, j'ai contribué à un rapport du Parlement européen sur l'augmentation des capacités humaines, dans lequel on mentionne beaucoup d'applications destinées aux soldats. Les militaires sont bien sûr prioritaires pour recevoir toutes sortes de gadgets afin d'augmenter leurs capacités au combat. La plupart des tests sont d'abord menés sur des handicapés parce qu'avec eux, c'est plus facile de susciter l'attention. Mais dès que ce genre de technologie devient disponible, elle est utilisée pour autre chose. Pas mal de gens, par exemple les golfeurs professionnels, se font opérer des yeux au laser pour avoir la vision plus que parfaite. Je pense que dès qu'on pourra s'augmenter sans chirurgie, on devrait voir émerger un marché de masse pour toutes sortes de gadgets. Mais ça ne sera jamais accessible à tout le monde. Si vous êtes pauvre, comme le sont la plupart des handicapés, j'imagine que vous aurez peu de chances d'y avoir accès. En résumé, nos corps sont le dernier bastion du consumérisme. Ils sont donc destinés à être sans cesse améliorés. Qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup les handicapés deviennent plus performants que nous? Est-ce qu'on doit à nouveau les surpasser? Nous entrons donc dans une course sans fin avec des gens qui améliorent leur corps dès qu'il y a une nouveauté technologique disponible. Le processus a commencé depuis longtemps, le processus d'amélioration de l'humain, puisque au fond, il y a sans doute autour de nous des gens qui ont par exemple un pacemaker et qui, grâce à un pacemaker, ont la chance d'être encore en vie et de pouvoir vivre. Ce sont déjà des hommes appareillés technologiquement, donc qui sont déjà d'une certaine façon des cyborgs. Sauf que maintenant, les progrès de la technologie permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'appareillage des humains, puisqu'on peut améliorer aussi leur capacité cérébrale, le fonctionnement de leur cerveau, le fonctionnement de leur mémoire, etc. Et là, on entre tout d'un coup dans un appareillage du corps humain vertigineux. On a déjà réussi des prouesses qui font rêver. On a par exemple greffé des microprocesseurs à un patient qui est tétraplégique aux États-Unis. Ça lui permet de commander par la pensée son ordinateur. That's the best circle I can do. Now I'm going to exit. J'ai passé presque un an au DARPA. C'est la branche de recherche et développement de l'armée américaine. Le DARPA a déjà changé votre vie. Il a créé l'Internet, par exemple. Son travail est de s'assurer que l'armée américaine ne soit jamais dépassée par un changement technologique imprévisible. Et en même temps, de toujours pouvoir surprendre l'ennemi. Cette agence s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en biologie et à l'amélioration de l'humain.
Déjà, en Afghanistan et au Pakistan, le grand jeu sur le terrain, c'est l'utilisation des drones Predator. Ces engins sont manipulés par des personnes qui sont en réalité assises quelque part à Las Vegas, à l'autre bout du monde. Si vous pouvez suivre une course-poursuite en Afghanistan sans quitter votre siège à Las Vegas, ça signifie que vous avez la vision télescopique. Have you ever moved an object just by thinking about it? I have. By Christmas, many more Americans will know what it feels like to levitate an object without even touching it. Two new toys are making real the dream of the ages, mind over matter. The harder you concentrate, the faster the fan rotates, and the higher the ball rises. Lose your concentration, and the ball drops to the bottom. Level 1. I suspect, like my editors, many people will be completely weirded out by this mind over matter technology, and I don't blame them. Yikes! This fall, it will go on sale for a little more than $100. 200 years from now, we'll look back and say, this is where it all began. I'm Joel Garrow with the Washington Post. Mais la raison principale pour laquelle le DARPA s'intéressait à tout cela est qu'ils ont constaté qu'un avion de chasse F-35 est extrêmement difficile à piloter par commande manuelle. Alors ils ont imaginé que ce serait plus facile si on pouvait contrôler cet avion avec son cerveau. Juste penser pour aller là où on veut. On dirait de la science-fiction. En fait, mon plus grand problème, en tant que journaliste, c'est de convaincre les gens de ce qui existe déjà, bien plus que de ce qui est encore dans les tuyaux. La Terre. Jetons un œil sur notre planète à une nouvelle échelle, le milliardième de mètre, un nanomètre. D'un coup, elle semble avoir énormément grandi. Une révolution tout aussi radicale s'est produite grâce aux nanosciences et aux nanotechnologies. Finalement, nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait petit. Donc, c'est un domaine tellement vaste. Ça veut dire ça. Nanotechnologie, on fait de la technologie au niveau très petit. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, ça peut être des matériaux, ça peut être du médical, ça peut être un tas de choses. Donc, après tout, c'est un concept tellement vaste qui fait de tort à personne de le pousser. Et donc, allons-y. La distance de la Lune à la Terre, de l'ordre d'1 milliard de mètres, un voyage d'une journée. La distance entre 1 mètre et 1 milliardième de mètre représente à peu près le même écart, mais ne prend que quelques secondes à parcourir. Nous sommes en train de pénétrer dans le monde de la nanotechnologie, jusqu'aux profondeurs de l'échelle d'un atome. Pour comprendre la nanorévolution scientifique d'aujourd'hui, il faut d'abord se plonger dans un océan d'atomes. De nouveaux paysages, de nouvelles sensations, ce monde caché nous entoure à chaque instant et de tous côtés. Chaque boule blanche est un nuage d'électrons qui cache un noyau atomique. Vous êtes sur le point de découvrir comment les scientifiques ont franchi cette frontière au pays de l'atome, en ouvrant un champ nouveau et infini de recherche avec de nouvelles applications pratiques. Soon researchers will bring us devices that can translate foreign languages as fast as you can talk. Materials 10 times stronger than steel at a fraction of the weight. And this is unbelievable to me. Molecular computers the size of a teardrop with the power of today's fastest supercomputers. To accelerate the march of discovery across all these disciplines in science and technology, I ask you to support my recommendation of an unprecedented $3 billion in the 21st Century Research Fund, the largest increase in civilian research in a generation. We owe it to our future.
Quand on regarde toute la gamme de possibilités qu'offrent toutes ces technologies, génétique, robotique, informatique et nanotechnologie, et la vitesse à laquelle elles entrent dans nos vies, la question c'est, qu'est-ce qui se passera si même seulement 5% de tout ça fonctionne, ou même 10%? Cela changera ce que signifie être humain. We're here today to announce the first synthetic cell. A cell made by starting with the digital code in the computer, building the chromosome from 4 bottles of chemicals, assembling that chromosome in yeast, transplanting it into a recipient bacterial cell, and transforming that cell into a new bacterial species. This is the first self-replicating species that we've had on the planet whose parent is a computer. Perhaps it's a giant philosophical change in how we view life. We actually believe this is going to be a very powerful set of tools. Il y a plusieurs façons de décrire ces technologies soi-disant convergentes. On les appelle par exemple nano-bio-infocogno ou génétique, robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie. Je préfère le sigle BANG, bits, atomes, neurones, gènes. Ça donne une meilleure idée de l'intention qu'il y a derrière toutes ces nouvelles technologies, qui est d'essayer de manipuler un élément de base. Par exemple, en biotechnologie, c'est le gène, avec l'idée qu'on peut décomposer tout ce qui est vivant en éléments simples et numériques. Pour la technologie de l'information, c'est le bit, l'élément binaire avec des 0 et des 1. Pour la technologie du cerveau, c'est le neurone. En nanotechnologie, c'est l'atome, l'élément de base. Et à partir du moment où on peut manipuler chacune de ces unités élémentaires, on peut commencer à les recomposer ou les intervertir. On peut construire de l'ADN et des gènes à partir d'atomes. On peut construire de l'information à partir d'atomes. On peut utiliser les technologies de l'information pour améliorer notre biotechnologie. Tous ces éléments de base deviennent des outils essentiels pour reconstruire la matière, reprogrammer la nature, comme si tout n'était qu'un ordinateur. C'est ce que sous-tend cette idée de convergence. Une fois qu'on arrive à l'échelle de la plus petite particule, au niveau du plus petit pixel de l'existence, on peut réarranger tous ces pixels en nouvelles matières, en nouveaux organismes vivants, avec au bout du compte de nouveaux individus, de nouveaux systèmes sociaux, de nouvelles économies. Les promoteurs de cette nouvelle convergence sont convaincus qu'en utilisant la biologie synthétique ou les nanotechnologies, on va pouvoir manipuler la planète entière. On va trouver une solution au réchauffement climatique en transformant l'atmosphère. Et au bout du compte, on pourra maîtriser du plus petit élément au plus grand. Entre les deux, nous les humains, nous sommes piégés, pris en sandwich. Il y a une hégémonie du calcul, de la raison calculatrice sur ce que j'appelle la vie vivante. Quand un jeune trader qui gère des fonds de pension, qui est devant son écran d'ordinateur et qui d'ailleurs fait son métier, on ne peut pas lui reprocher, et quand il décide, parce que c'est une meilleure opportunité de placement, de faire basculer 10 ou 15 milliards de dollars de la Pologne à l'Argentine, alors il le fait sur un clic de souris, mais dans le même temps, il transforme, il ruine la vie de centaines, voire de milliers de familles polonaises qui, du coup, perdront leur entreprise, perdront leur emploi, etc. Donc il y a une sorte d'hégémonie de l'immatériel sur le matériel. On passe donc d'une économie à une autre, comme à Pittsburgh, ancien fleuron de la sidérurgie américaine. Sinistrée à la fin des années 80, la ville a su se relever en investissant massivement dans le créneau high-tech d'une nouvelle neuroéconomie, en devenant un des principaux centres de recherche américains sur le cerveau et la robotique. Please excuse me. C'est le premier département au monde de machine learning, d'apprentissage robotique. Pas le dernier, on l'espère. C'est une nouvelle discipline, mais qui peut se révéler utile pour plein de choses. Elle est déjà utilisée dans beaucoup d'entreprises. Par exemple, quand vous glissez votre carte de crédit dans un lecteur et quand l'ordinateur décide si oui ou non il accorde le paiement, l'entreprise est en train d'utiliser du machine learning. Parce qu'il y a eu des millions de lectures antérieures qui ont permis d'apprendre à distinguer les opérations frauduleuses de celles qui ne le sont pas.
Ils les utilisent comme données de base pour juger la demande et vous répondre favorablement ou pas. C'est aussi utilisé pour la reconnaissance vocale et dans toutes sortes d'autres domaines. De nombreuses personnes s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle interface cerveau-machine. Et on obtient toutes sortes de financements pour ces projets, parce que des entreprises comme Google et d'autres moteurs de recherche sont très motivés. Ils veulent éviter de se retrouver relégués au second plan. Ils veulent plutôt créer l'avenir. Il y a donc énormément de ressources disponibles pour faire avancer ce genre de recherche. Please excuse me. Is a joystick, and all the ones behind are doing this autonomous. They control the velocity. Je travaille avec Tom depuis 8 mois. Je fais un doctorat en apprentissage robotique sur l'utilisation du machine learning dans l'analyse de la compréhension du langage. En fait, je travaille pour Google. Les ordinateurs sont très bons pour traiter les données. Google a beaucoup de données et ils ont besoin de gens qui sont spécialement formés pour extraire des modèles à partir d'une énorme quantité d'informations. Mon domaine de recherche est le cerveau, mais nos algorithmes sont applicables à toutes sortes de données. Google veut savoir quels sont les courriers électroniques qui vous intéressent le plus pour qu'il puisse vous aider à les voir en premier. Ça, c'est du machine learning. Après, il y a le côté délirant. Ça serait vraiment génial de pouvoir commander mon téléphone portable avec la pensée. C'est un peu bête de devoir encore taper sur un clavier alors qu'il suffirait de penser. Pour le moment, j'en rigole, mais qui sait? Je ne connais pas très bien Intel, mais dans les idées auxquelles ils songent pour le long terme, il y a l'interface cerveau-ordinateur. Je me demande si mes enfants auront envie de se faire implanter. Je leur répondrai non, tu auras un implant téléphone portable quand tu seras grand. In 2010, social media continued the move to mobile. 347% growth in Twitter mobile usage, 200 million mobile Facebook users, 100 million YouTube videos played on mobile devices every day. But let's talk about the monies. Jobs created by mobile industry, 2.4 million. Money invested by wireless providers in 1 year, 20.4 billion. More data, more apps, more competition, more mobile. Depuis des centaines d'années, des philosophes, des psychologues, toutes sortes de gens ont été intéressés par la question de la représentation des idées dans le cerveau. Nous sommes en 2008 et nous en sommes au point où l'on peut enfin s'attaquer à cette question et l'étudier d'une façon qui aurait été impossible il y a 15 ans. How you doing, Justin? Are you ready to get started? For the task you'll be doing today, you will see a word and a picture on the screen. Think about the object. Here we go. Le scanner sonde son cerveau une fois par seconde. Maintenant qu'on a collecté les images du cerveau de Justin au moment où il pensait ces mots, on va demander à l'algorithme de l'ordinateur de traiter les données d'imagerie cérébrale enregistrées pour deviner à quel mot il pensait. Il sait que ça doit être un des 8 mots, mais il ne sait pas lequel. My first guess is chisel. My first guess is hammer. All right, it's doing pretty well so far. My first guess is bee. All right. So 7 out of 8. Yeah, it's really, truly a first. Pretty cool. Nous sommes en train de découvrir le système de codage du cerveau. Et ce concept digne de la science-fiction va continuer à progresser. Nous allons avoir de plus en plus de connaissances permettant de comprendre comment fonctionne notre esprit. Les premières machines IRM sont apparues dans les années 80. Maintenant, il y en a des dizaines de milliers partout dans le monde. Et quelques-unes d'entre elles, quelques centaines, peut-être 1000,
sont utilisés aujourd'hui pour étudier le processus de la pensée. Beaucoup de secteurs et d'institutions de notre société vont certainement, peut-être très bientôt, pouvoir bénéficier de ces nouvelles connaissances que nous développons au sujet du fonctionnement cérébral. Là, c'est une nouvelle étude en cours. Maintenant, on s'attaque aux émotions. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre les dimensions des représentations émotionnelles. Y a-t-il des entreprises intéressées? Oui. Imaginez, on pourra enseigner avec cet appareil pour voir si l'instruction est acquise ou pas. On pourra aussi l'utiliser pour de la recherche marketing ou pour des sites de rencontres. C'est l'avenir. On pourra utiliser cette connaissance des gens et de leurs capacités pour rendre la vie meilleure dans le monde, ou pire. Notre cerveau, on voit bien comment aujourd'hui, il est approché comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a un magnifique ordinateur, c'est pas la peine de le chercher à l'extérieur, il est déjà dedans. Et donc, cette espèce de rapprochement entre l'ordinateur de la technologie et l'ordinateur naturel que nous aurions en nous-mêmes, ça produit aussi une espèce de réification, c'est-à-dire de chosification de l'individu. On le voit bien, par exemple, aujourd'hui, la manière dont les gens se présentent sur des sites de rencontres est tout à fait identique à la manière dont ils se présentent pour un entretien d'embauche. Donc il y a une recomposition de notre manière de concevoir la vie et le vivant. On construit la fiction d'un individu-cerveau, c'est-à-dire d'un individu qui est son cerveau, et qui, dans la mesure où il est son cerveau, doit faire attention au fonctionnement de ce cerveau. Donc doit faire tout ce qu'il peut pour éviter les dérèglements de ce fonctionnement. Ne doit pas hésiter justement à recourir à des artifices pour améliorer le fonctionnement du cerveau. Parce que bien évidemment, ce qui est en jeu, c'est les avantages compétitifs. Ce qui veut dire que les rapports entre les individus sont remodelés de manière à faire prévaloir la norme de la concurrence entre les individus conçus chacun comme étant une entreprise de soi. La technologie change tout, bien sûr. Qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous travaillons, comment nous nous percevons. Si nous sommes créatifs, si nous sommes intelligents, nous décollerons de niveau en niveau, jusqu'à atteindre le ciel. Il y a une pensée classique qui est celle de la perfectibilité, qui date du XVIIIe, qui est l'idée selon laquelle l'homme justement peut s'améliorer ou se perfectionner, notamment par l'éducation. Et cette idée-là, aujourd'hui, se trouve reléguée au second plan. Elle est même parfois purement et simplement abandonnée et critiquée explicitement. Et ce qui tend à l'emporter, c'est une autre idée. C'est la perspective d'une amélioration indéfinie qui permettrait, par des techniques, de changer, y compris l'humaine condition ou la nature humaine. C'est pour promouvoir l'idée d'un homme plus que parfait, augmenté par la technique, que le transhumanisme est né en Europe du Nord et aux États-Unis il y a une trentaine d'années. Les adeptes de ce nouveau mouvement philosophique et scientifique entendent utiliser tous les moyens de la technologie pour améliorer l'espèce humaine et augmenter ses capacités de perception, de cognition, de réflexion, de performance. Selon eux, nous sommes tous déjà augmentés par les téléphones portables ou les ordinateurs. Ces prothèses numériques sont devenues des organes externes, ni plus ni moins, et font désormais partie de notre identité. Les transhumanistes espèrent aller encore plus loin dans cette fusion progressive de l'homme et de la machine pour faire naître une nouvelle espèce plus performante à l'horizon de ce siècle, le post-humain. On est capable d'améliorer la vue d'aveugle au point où il voit mieux que vous et moi, par exemple.
c'est quand même des choses assez extraordinaires techniquement. On pourrait dire c'est un progrès. Mais le but, c'est ensuite de coller ces technologies chez tous les individus pour les rendre plus performants alors qu'ils sont normaux. Donc ça veut dire d'en faire du surhumain. On peut considérer que l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité des économies et de l'économie mondiale en améliorant la performance des individus. Augmentation et performance sont peut-être à cet égard les deux termes clés qui permettent de comprendre comment le lien s'établit directement entre cette idéologie du mouvement transhumaniste et d'autre part la logique néolibérale. Finalement, ce qui est en jeu, c'est l'adaptabilité des individus à toutes les circonstances. Donc s'il faut s'améliorer indéfiniment, c'est précisément pour s'adapter toujours plus. Ceux qui le feront auront bien évidemment un avantage concurrentiel ou compétitif par rapport à ceux qui ne le font pas, et par conséquent, ils seront favorisés. Et ce sont eux qui seront finalement les gagnants. Performance, adaptabilité, productivité. La compétition s'accélère entre salariés pour tenter de suivre le rythme imposé par l'économie néolibérale. La technologie s'impose de plus en plus comme le moyen de faire la différence entre nous dans une course sans fin vers l'augmentation de nos capacités. We're human. That's what we do. We try and use our technology to improve our lives in one way or another. And to imagine that we're not going to use these technologies when they become available is as much a denial of who we are as to imagine that we'll use these technologies and not fret and worry about it a great deal. The lines are going to blur, and they already are, between therapy and enhancement, between treatment and prevention, and between need and desire. That's really the central one, I believe. And people can try and ban these things. They undoubtedly will. They have. But ultimately, all this is going to do is just shift development elsewhere. It's going to drive these things from view. It's going to reserve the technology for the wealthy because they're in the best position to circumvent any of these sorts of laws. And some people are going to see this as an abomination, as the worst thing. It's just awful. And other people are going to say, this is great. This is the flowering of human endeavor. Here we are. It's the beginning of a new millennium. Thank you. Dire que nous allons évoluer au-delà de l'humain est quelque chose d'assez évident. Je pense que nous entrons dans une période de transition. Je dirais que c'est une naissance. Quelque chose est en train de naître, difficile à dire ce que c'est exactement. On tâtonne pour lui trouver un nom. Et puis une naissance, c'est un moment un peu chaotique. Il s'agit de nos vies, de notre avenir, de celui de nos enfants. Nos vœux seront-ils exaucés ou non? Allons-nous continuer à survivre ou pas? C'est pour cela qu'on débat avec autant de passion. Qu'on améliore la locomotion de quelqu'un, qu'on lui change le cœur. Il n'y a aucun problème, je suis favorable à la science. Je suis un enfant des Lumières, je suis très attaché à la science. La science est émancipatrice, c'est le scientisme qui est asservissant. Le rendre meilleur, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est là où il y a un problème majeur. La rupture, elle est là. Le transhumanisme, c'est l'idée que les humains et la technologie sont en train de fusionner et que les humains vont devenir plus que ce qu'ils sont biologiquement, car ils vont utiliser de nouvelles technologies et de nouvelles sciences afin de se transformer pour aller au-delà de leur moi naturel, historique et biologique. Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même.
parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps d'ici 10 ans. Une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Elle saurait exactement combien de sucre j'ai dans le sang. Cette puce pourrait dialoguer avec mon portable, avec mon ordinateur, avec mon environnement et m'aider à me nourrir plus sainement. Quand j'aurai un niveau de cortisol trop élevé, mon frigo me préparera un jus de fruits sur mesure qui me rééquilibrera et m'aidera à réduire mon niveau de cortisol. Ma puce parlera à mon frigo, qui parlera à mon portable, qui me forcera à sortir pour faire de l'exercice pendant 20 ou 30 minutes, afin de réduire mon cortisol de moitié. Et si j'arrive à prouver qu'en implantant une telle puce chez une souris ou un rat, ils vivent 50% de temps en plus, je pense qu'un grand nombre de gens se laisseront convaincre de l'essayer. Cup of tea. Fill kettle with 2 hot plus 1 PG tips tea bag in a clean mug. Carefully pour boiling water into the mug. Je suis végétarien depuis 10 ans et je fais beaucoup d'exercices. À votre avis, j'ai quel âge? J'adore le faire deviner aux gens. J'ai 50 ans. J'en aurai 51 le mois prochain. Il y a 3 ou 4 grands scénarios possibles. Le premier, c'est l'échec, ou la catastrophe qui va arriver. Un autre, ce serait qu'on transcende, qu'on aille au-delà de nos limites actuelles et qu'on devienne autre chose. Et puis le troisième, c'est l'idée qu'on patauge. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. La plupart du temps, ça ne ressemble pas au progrès. C'est la danse de l'évolution. Exactement ce que nous faisons. Mais nos machines, elles, sont en train de se transcender. Nos machines sont en train de se réveiller. Elles ne sont pas encore suffisamment intelligentes pour sentir des émotions. Nous, leurs concepteurs, ne savons pas encore construire des machines qui peuvent ressentir. Mais nous allons y arriver. Parce qu'on commence à comprendre les mécanismes qui créent les émotions dans le cerveau humain. Quand on les introduira à l'intérieur des machines, non seulement elles pourront penser, mais elles pourront aussi ressentir. Et quand elles se réveilleront, on ne les considérera pas comme différentes de nous. On les verra comme des extensions intimes de nous-mêmes. Et nous deviendrons elles. Cela me paraît être le scénario le plus probable d'un monde au-delà de l'humanité. Ce sera toujours de la vie. Tous les éléments de l'humanité seront encore présents, mais ce sera post-biologique. Dans les 50 prochaines années, les machines vont s'éveiller, comme des bébés. Et si vous vous souvenez quel moment génial a été cet éveil dans votre vie, vous conviendrez que c'est un merveilleux scénario. Ça n'est pas
des doux dingues qui rêvent de ça. C'est par exemple le fameux rapport commandé par le président Clinton sur la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives. Et donc c'est des rêves, par exemple, de mettre des cerveaux en réseau, de fabriquer un homme bionique pour qu'il soit un guerrier plus performant. Ce rapport, il a des perles. Hein. Vous trouvez des phrases comme l'humain est le maillon faible de la guerre de demain parce qu'il a besoin de manger et parce qu'il a une mauvaise résistance aux températures extrêmes. C'est le soldat, c'est le petit jeune qu'on envoie en Irak, c'est lui, hein, donc c'est une vraie personne. Il est traité finalement comme de la matière humaine. NBIC. Ces 4 lettres symbolisent la convergence des 4 disciplines phares des technosciences visant à augmenter les capacités humaines. Our first speaker is Dr. William Bainbridge. Le rapport publié aux États-Unis en 2003 par la National Science Foundation, l'équivalent américain de notre CNRS, a été rédigé par 2 co-auteurs, dont l'un n'a jamais cherché à cacher ses affinités avec la mouvance transhumaniste. William Bainbridge. Current Western society is not viable in the long run as it currently exists. We face an abyss, the same one that Nietzsche looked into over a century ago. On the other side, I believe and I hope, will be a viable kind of transhuman life. But in between is great peril. I argue that transhumanism is really not a choice, but a necessity. I see NBIC technologies as very close to the World Transhumanist Association. What role are we going to play in the world? To what extent can we work within existing social and cultural structures versus creating our own? It's not just a single individual. You are the heroes of the future. You and the millions more like you who will join this wider movement over the coming decades. Je suis transhumaniste. Je le suis parce que j'adhère au projet d'amélioration de l'être humain. Je crois que les idées transhumanistes sont en train de se répandre au cœur de la société et qu'elles vont avoir des conséquences politiques imprévisibles sur notre culture. Mon point de vue est que c'est un phénomène très large dont on ne perçoit que la partie émergée, comme un iceberg, et qu'il y aura un changement culturel majeur. Nous avons connu quelques succès à la marge, comme avec William Bainbridge, qui a joué un rôle central en réussissant à faire naître le programme national de nanotechnologie et à faire financer le projet de convergence. Tous les gens qui faisaient partie de ce projet avaient chacun des objectifs légitimes. Ce n'était pas juste une façon de promouvoir le transhumanisme en tant que tel. Autrement dit, l'armée était impliquée parce qu'elle s'intéresse au projet d'amélioration du super soldat. Les entreprises étaient impliquées parce qu'elles cherchent à en tirer de nouveaux produits et donc à financer la recherche. Et les scientifiques étaient impliqués parce qu'ils veulent des financements. C'était donc un intérêt tout à fait légitime. Par contre, que le projet se soit aussi clairement focalisé sur les aspirations transhumanistes, d'amélioration de l'humain, et que quelques penseurs transhumanistes aient réussi à donner ce ton au projet, ça a été la vraie surprise. Alors le problème, c'est que c'est un mouvement, en effet, qui est à la jonction de la politique, de la science et de la philosophie, et qui, en plus, prétend agir comme un lobby. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. La pire des choses, ce serait de considérer que ce sont quelques savants un peu illuminés ou quelques philosophes qui prennent leur désir pour des réalités. C'est beaucoup plus que cela. Et je crois qu'ils se donnent en plus les moyens réellement d'agir sur les politiques, sur le fonctionnement de certaines institutions, sur l'orientation de la recherche, parce que c'est une question qui est très importante. Et je crois que par conséquent, ça n'est absolument pas à sous-estimer, tout au contraire. Ray Kurzweil is here. He has been called the rightful heir to Thomas Edison. His new book is entitled The Singularity is Near,
when humans transcend biology. I read your book, some of the most frightening and yet hopeful stuff I've ever read. Ray Kurzweil is a pioneer in the field of artificial intelligence. He's an award-winning scientist and engineer, a millionaire. Bill Gates has called him the best in the world at predicting the future. Inventor Ray Kurzweil thinks that one day humans may be able to live forever. We come back to this book, but the singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? What is singularity? Si on revient 500 ans en arrière, en un siècle, il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, tout change en 6 mois seulement. La technologie se nourrit d'elle-même et va de plus en plus vite. Dans presque 40 ans, le rythme des changements sera tellement rapide que vous aurez du mal à le suivre. À moins d'améliorer votre propre intelligence en la fusionnant avec la technologie intelligente que nous sommes en train de créer. Ce sera une transformation si profonde. On a emprunté ce terme à la physique. On l'a appelé la singularité. Turn right, then turn left. C'est en Californie, au sud de San Francisco et en plein cœur de la Silicon Valley, que Ray Kurzweil a décidé de fonder l'Université de la Singularité il y a 4 ans. Mais pourquoi avoir choisi d'installer le campus de cette université d'un genre encore inédit sur une base de la NASA et juste à 2 pas du siège gigantesque de Google? From the beginning of time through 2003, the world created about 5 exabytes of digital information. Last year, we created 5 exabytes in 10 days. In 2013, we'll create 5 exabytes in 10 minutes. There is a huge creation of data, and it is only growing exponentially faster. I want you guys to get a feeling for what exponential technologies feels like. Because you can take advantage of it if you're ready for it, and you can be put out of business if you're not. I want you to think about what you can do to teach yourself to think exponentially, and what will you do in your company to make teams understand exponentials. Mon but avec l'Université de la Singularité est de trouver les élèves les plus intelligents au monde, les meilleurs cadres dirigeants, d'accroître leurs possibilités par la technologie, en se concentrant sur la façon de l'utiliser pour résoudre les grands problèmes du monde. Les grands défis à relever que sont l'eau, l'énergie, l'éducation, la santé, la démocratie, etc. On a donc sélectionné un ensemble de domaines. L'intelligence artificielle, la robotique, les matériaux nano, la biotech et la bioinformatique, les systèmes de réseau informatique, la médecine, tous ces domaines qui sont en train de progresser et transforment le monde dans lequel on vit. Nous les formons dans ces domaines, puis nous les aidons à comprendre comment ces technologies peuvent changer leur entreprise pour atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux que jamais auparavant. Living things are a type of computer. They are protein-based computers, and they compute with chemicals. But they compute. It's just a free living computer, a computer that can calculate and duplicate. It's opening the door to really reprogramming every living creature and every product that a living creature can make. And you basically get biodiesel and Jet A and et cetera just by engineering a microbe. It's really cool. This opens up a new shadow tree of life. But this is a tree of life that doesn't evolve through natural selection. It evolves through human intention. What's really going to push synthetic biology forward? It's you guys. There's no end to it. None. It just gets more computing. Well, there'll be more and more biotechnology. Thank you. Au hasard, j'ai vu un article dans le New York Times qui parlait de ce programme. En l'espace de quelques jours, parmi les meilleurs chercheurs du monde dans certains domaines de développement technologique, présente à des gens qui ne travaillent pas dans la technologie ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans différents domaines qui vont probablement changer nos vies. Je vais investir davantage et passer plus de mon énergie
dédier plus de mon énergie professionnelle à ces secteurs qui sont prometteurs. Nous avons 2 programmes à l'université. Le programme d'une semaine est destiné aux dirigeants du monde d'aujourd'hui. Mais le cœur de notre travail, c'est une session d'été de 10 semaines pour 80 étudiants diplômés de haut niveau, recrutés partout dans le monde. Ils proviennent d'une 40aine de pays différents et nous cherchons parmi eux la prochaine génération de dirigeants. Today, what I want to talk to you about is not if you're going to change the world, but how you're going to do it. You are inheriting a world filled with a kind of peril that my generation never faced. The good news is you're going to have tools that we never had. You will have the tools and you will learn the skills this summer to take on the hardest challenges in the world. The tools of creativity, of innovation, of disruptive change are in everybody's hands, and they're not expensive. I mean, look at the founding partners. Autodesk was designed and built using PCs. Google was a couple of college kids on their $1,000 laptops. If you ask people, are they working on something that could really change the world? How many people can answer yes? If I was a student, this is where I would want to be. One student has published 8 papers in neural computation and neural prosthesis. One student is a founding member and program director of 2 NGOs. The youngest one started coding at the age of 4. It's time to dedicate your lives to solving one of the world's biggest challenges. And if you're not doing that, it's time to reorient yourself towards that goal. Cette bague vient du MIT. C'est la graduate, comme on l'appelle. Je l'ai reçue à la fin de mon master. Celle-ci vient de l'Université de la Singularité. Là, vous pouvez lire Nano Info Bio. Ça, c'est l'année que j'ai passée à l'Université de la Singularité. C'est écrit en binaire. Là, c'est une fusée. Son trajet exponentiel symbolise le progrès. Elle décolle avec l'inscription 10 puissance 9 qui se réfère à la mission de l'Université de la Singularité. Avoir un effet positif sur 1 milliard d'individus. Pour moi, l'humanité est en train d'évoluer vers une civilisation homme-machine. Nous aurons bientôt fusionné avec notre technologie pour améliorer la condition humaine. Je crois que beaucoup de gens choisiront de s'augmenter pour des raisons médicales, parce que leur corps n'est plus à la hauteur et que devenir mécanique sera leur unique moyen de survivre. Je crois aussi que plein de gens le feront juste parce qu'ils trouvent ça cool. Parce qu'ils découvriront les possibilités que cela leur offrira. Enfin, il y aura le scénario le moins drôle, quand certains devront le faire pour rester dans la société, pour rester insérés. Car la vitesse du changement technologique sera si rapide qu'il sera très difficile au cerveau humain de s'adapter en gardant son état biologique d'origine. Et la fusion au moins partielle avec les machines permettra aux gens de faire face à la vague d'informations qui les submergera bientôt. L'humain serait donc insuffisant avec son corps faillible aux capacités limitées. Et pourquoi pas bientôt obsolète, malgré une course effrénée pour tenter de suivre le rythme du progrès technologique.
J'ai commencé au MIT en 2006, j'avais 14 ans. C'était la première fois que quelqu'un d'aussi jeune étudiait ici. J'ai fait l'université de la singularité l'année dernière. Et à la cérémonie d'ouverture, Larry Page, le cofondateur de Google, est venu faire une visite surprise et on a parlé intelligence artificielle. Il m'a dit qu'il voyait deux moyens pour développer l'intelligence artificielle. Utiliser de simples algorithmes à une échelle massive, comme le fait Google, ou alors commencer à modéliser le système nerveux biologique le plus simple, pour aller vers des systèmes de plus en plus complexes. Je m'en suis inspiré avec un projet de simulation du cerveau d'un ver de terre. Je me suis donc inscrit au programme de biophysique à l'université d'Harvard. C'est ici sur ce campus que Mark Zuckerberg a créé Facebook.com il y a 7 ans, le succès le plus récent de la Silicon Valley. Facebook emmagasine une quantité de données personnelles que nous mettons en ligne. Des photos, des anecdotes, mais il ne donne pas réellement le moi de chacun. À partir d'un profil Facebook, il n'est pas encore possible de modéliser la façon dont on pense ou dont on agit, ni d'anticiper un comportement. Il faudrait pour ça intégrer beaucoup plus de données que ce que les personnes génèrent d'elles-mêmes. Si on pouvait découpler l'individu de son corps biologique et faillible, on ne serait plus obligé de considérer la mort comme aujourd'hui. On pourrait sauvegarder nos consciences sur des disques durs ou sur un support numérique et du coup atteindre une longévité infinie. Pour le moment, je commence avec le plus simple des organismes. Le ver de terre Caenorhabditis elegans. Je crois qu'il me faudra 3 ans pour définir la procédure permettant de copier intégralement sur un ordinateur le schéma mental de ce ver. Cela ne semble pas si long. Ensuite, on pourra s'inspirer de cette méthode pour modéliser le cerveau du poisson zèbre, de la mouche, de la souris, du chat et du chien, du singe et finalement celui de l'humain. Quand on en sera là, non seulement nous aurons un modèle pour construire une intelligence artificielle basée sur le cerveau des humains, mais en plus, nous pourrons capter toutes les expériences et les souvenirs d'un individu et les copier sur un support numérique. So the connectome is known? Yes. And it's what, only a few hundred neurons? 302. Now will you then develop, okay, that's the model for this type of cell? I think it will be necessary to models. model the whole system in totality. What do you hope to learn from that? The interesting dynamics for behavior are at the level of cells and not lower than that. Well, that's an interesting point. What's the timeline for your project? I think it's conceivable to get to human by this method in about 20 to 25 years. Death is a tragedy. La mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie » ou pas. Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront.
Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller. Dépasser l'humanité signifie nous intégrer à l'intérieur du réseau. Ne plus limiter les sacs à viande que nous sommes à la seule communication Internet via un clavier avec des doigts, mais devenir partie intégrante du réseau, en devenant une partie du monde machine. C'est ça le transhumanisme. Un monde machine verrait donc bientôt le jour avec à la clé une promesse d'immortalité. Mais pour qui et pourquoi faire? Le corps, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand on est sur Internet, le corps c'est encombrant. Le corps, ça vieillit, ça prend des rides, etc. Donc il y a ce rêve de l'immatériel de, au fond, nous débarrasser du corps. De même que les économistes des marchés financiers se débarrassent de l'économie réelle au profit de la spéculation irréelle, virtuelle des marchés financiers. De même, les technoprophètes nous conseillent de nous débarrasser du corps, d'oublier le corps. Je pense que lorsqu'on se concentre sur l'immortalité ou sur l'utilisation de dispositifs techniques afin de remplacer ce que nous possédons déjà, on perd l'essence même de ce qui nous définit comme humains. Notre fragilité, nos imperfections. Je serais un peu nerveux si je vivais dans un monde où l'on cherche la perfection. Un monde où on serait intolérant avec ceux qui ne sont pas au niveau, ceux qui sont imparfaits ou qui ne sont pas conformes à des normes industrielles imposées. Si on jette un œil aux critères de l'industrie et de l'ingénierie, on voit quoi? Des contrôles qualité, la prédictibilité des profits, de hauts niveaux d'efficacité et d'utilité. Désirons-nous vraiment vivre dans un monde dans lequel les êtres humains ne seraient plus mesurés que selon ces critères? Alors nous deviendrions des machines. Dans 20 ans à peu près, je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. Nous serons comme des dieux. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais nous serons omniscients, capables de tout savoir, de connecter nos cerveaux directement à Google. Nous serons omnipotents. Nous pourrons maîtriser un objet à l'autre bout de la planète. Nous serons omniprésents, capables de connaître les pensées de quelqu'un au Japon ou à Hawaï, n'importe où et à n'importe quel moment. Se débrancher ne se fera qu'au prix d'une grande solitude. La science et les techniques nous conduisent au dépassement de nos propres limites et donc au dépassement en effet de la souffrance, de la maladie, de la dépression, de tout ce qui est considéré comme étant négatif. Il y a là une dimension religieuse de substitution qu'on ne peut absolument pas ignorer, même si c'est présenté comme étant tout sauf une religion, puisque précisément c'est présenté comme étant le résultat ou le prolongement naturel des avancées de la science ou de la technique. L'accès à des technologies de plus en plus sophistiquées, de plus en plus coûteuses, ne travaille pas nécessairement à une amélioration du bien commun, elle peut être un projet pour une élite. Alors ça veut dire inscrire une fracture violente dans l'humanité qui pose un problème politique, mais
je pense, un des problèmes politiques majeurs pour l'humanité aujourd'hui. Ces gens-là sont prêts à laisser sur le bord du chemin, en attendant leur disparition finale, une bonne partie de l'humanité. Il n'y a pas besoin d'exterminer. Il y a des gens qui s'effaceront parce qu'ils seront moindres. Ils seront moindres et donc condamnés à disparaître. Donc quelque part, il y a une espèce de césure acceptée, de fracture acceptée. Ce sera dur pour les gouvernements de suivre toutes les nouvelles technologies qui deviendront disponibles et révolutionneront la médecine ou l'informatique. Dur d'en anticiper les effets ou de les réglementer. Ce sera trop tard. On ne peut pas réglementer. La régulation de ces technologies, une fois qu'elles deviendront disponibles, sera impossible. Va-t-on arrêter la recherche sur les cellules souches aux États-Unis? Ce serait pathétique. Les meilleurs chercheurs fileront en Corée du Sud, ou en Chine, ou en Italie, ou ailleurs pour travailler. Nous n'avons plus de frontières, et l'idée de réglementer à l'intérieur de frontières nationales est une mentalité dépassée. C'est le siècle dernier. Je crois que la force actuelle du mouvement transhumaniste est liée au fait que beaucoup d'argent circule en provenance de la bulle Internet, du .com. Ces gens-là, dans la Silicon Valley, par exemple, pensent que tout est information parce que c'est comme ça que leur monde fonctionne et parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec de l'information. Ils pensent pouvoir exporter cette métaphore vers la biologie, la médecine ou ailleurs, en espérant faire de l'argent là aussi. Quant à savoir si cela fonctionnera comme une métaphore ou pas, je ne sais pas. Mais en ce moment, c'est là qu'est l'argent. Quand on regarde les choses de près aux États-Unis, on s'aperçoit que les connexions de ces projets technoscientifiques sont avec l'aile droite du libéralisme américain. Qui a financé l'université de la singularité en Californie, c'est la droite ultralibérale dure. Ce sont les libertariens. C'est-à-dire que les connexions avec le projet marchand, avec les logiques de la société marchande, sont indubitables, sont écrasantes, sont affolantes même. Il y a des transhumanistes partout dans le monde. Mais si on fait un gros plan sur la Silicon Valley et la Californie, là, les transhumanistes sont presque tous des anarcho-capitalistes, des libertariens au sens politique du terme. Et ils ont eu une influence disproportionnée sur la pensée globale transhumaniste, dès le début. Une partie de ce qui se passe dans la Silicon Valley vient du fait que certaines personnes ont peut-être un peu trop confiance en elles, ont une tendance à avoir envie de recréer la vie pour tout le monde. J'ai fait partie de ces gens-là. La Silicon Valley a changé. C'était un endroit où l'on créait de la technologie pour les gens, et c'est devenu une sorte de nouveau centre du pouvoir. Et ça me dérange. Ça me paraît extrêmement bizarre qu'il y ait ce truc, l'université de la singularité, juste en face de chez Google. Comment les gens réagiraient-ils si une religion fondamentaliste traditionnaliste s'installait sur le même campus que l'une des plus grandes agences d'espionnage dans le monde? Je crois que les gens seraient horrifiés. Ils auraient bien raison. Facebook et Google détiennent beaucoup plus d'informations sur les citoyens en France, par exemple, que le gouvernement français n'aurait le droit d'en détenir. Google is the most powerful search engine on Earth. Today, billions of users Google for any kind of information. Google stores the entire known web in its giant database. And there's more. Gmail offers several gigabytes of free storage. It's no secret. All your mails, including received mails from your friends, are scanned. Google is methodically collecting personal data in many more ways, using cookies and account information, merely to offer relevant text ads. Google can create incredibly detailed dossiers on every one of us. Total control, and not merely on the web.
Google is conducting research in the fields of molecular biology and genetics. What if Google had a file on you, even including your entire genetic data? Every human being would become completely transparent. Ce n'est pas tant que les gens qui dirigent les serveurs espions géants souhaitent diriger le monde, ne sont pas mégalomaniaques. Non, c'est plutôt une croyance dans le fait que les systèmes d'information et d'analyse vont perfectionner la vie. Si on met le transhumanisme de côté, améliorer les êtres humains signifie surtout la création d'un nouveau marché. C'est une façon de faire tourner l'économie. Les gouvernements valorisent de plus en plus la production et l'innovation technologique, plus que tout le reste. Et bien des pays s'enferment dans cette logique de fuite en avant. Bonjour à tous. Alors, il est facile de présenter Jean Terme. Il suffit d'interroger Google. Alors, des dizaines et des dizaines de pages lui sont consacrées. On voyage avec lui de New York à Pékin, de Bruxelles à Berlin. On passe du CEA aux centres de recherche les plus sophistiqués, les plus prestigieux. Bref, Jean Terme est partout, sur tous les fronts. Merci Jean. Bonjour à tous. On considère aujourd'hui qu'un pays comme la Chine, par exemple, dans les domaines qui sont les domaines de plus haute technologie, ils sont passés du stade de sous-traitant au stade d'innovateur leader en moins de 10 à 15 ans. On n'a pas ni des politiques, ni des stratèges dans nos pays occidentaux qui ont une vision à long terme. Alors que les Chinois, ils ont bien regardé, ils ont dit voilà, on va on va être leader. Quand on va être leader, on va interdire aux gens de produire ces produits comme ça, on produira tout en Chine. Et s'ils veulent produire, ils viendront mettre leurs usines en Chine et on récupérera la techno. Ils sont simplement meilleurs que nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire pour être dans la compétition? La première chose, il faut continuer à faire toujours plus petit. C'est-à-dire 1 milliard de transistors, ça ne suffit pas. Il faut passer à 10 milliards, on passe à 100 milliards sur une puce. Des puces, vous en mettez partout. Donc, si les télécoms vont mal pendant 2 ans, c'est pas grave, vous en mettez dans l'automobile. Si l'automobile va mal, c'est pas grave, vous en mettez dans la défense. La défense va mal, vous en mettez dans la santé. En ce qui concerne la vision, là, ça ne veut plus avancer. Là, il y a un problème. Voilà. Bouge plus, là, il est planté votre ordinateur. Florence, je fais quoi? Je suis désolé, là, il se passe quoi, là? Ah, ça revient, c'est parti. Alors, comment on peut faire pour s'en sortir? La seule solution, c'est de poser des brevets. Et aujourd'hui, tout l'enjeu mondial, il se joue là-dessus. C'est-à-dire qui possède les brevets qui vont déterminer les produits de demain et quels sont ceux qui vont être les leaders dans quelques années. Ça va, vous suivez? Ça vous ennuie? C'est bon? Je continue un peu ou pas? C'est quand même extraordinaire de penser que cette explication qu'on va être en retard par rapport aux États-Unis, au Japon ou à d'autres suffit pour donner de l'intelligence au projet. On va être en retard, mais si c'est en retard pour rentrer dans le mur, alors on est en avance sur eux. On est dans une période où l'urgence serait non pas d'aller plus loin, mais d'essayer de survivre tel qu'on est. Alors il y a des gens, effectivement, les scientistes, qui disent, mais justement, comme la période nous met en difficulté, la seule façon de s'en sortir, c'est plus de technosciences. Bon, ça, je trouve que c'est un discours absolument scandaleux. Je pense aux Japonais qui, là, sont en train de se prendre des radiations largement. Tout ça pour avoir 20% d'énergie en plus. C'est complètement fou. C'est pas sérieux. La marche du progrès technoscientifique s'accélère donc sous la pression de la compétition économique internationale. Loin des prophéties transhumanistes, cette fuite en avant, bien réelle, a déjà des conséquences dans nos vies, de la naissance à la mort. Comme ici, en Corée du Sud, où, loin des laboratoires, des expérimentations en cours préfigurent ce que sera peut-être un jour notre monde. Do you remember how to check your attendance to RoboSam? Hello, RoboSam. 안녕, 최윤정. Okay, 지민. Hello, Teacher RoboSam. 안녕, 한주민. Hello, Teacher RoboSam. 안녕, 김중원. Listen carefully.
Listen and repeat. Eraser. 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 Okay, listen and repeat. May I help you? May I help you? Everyone? May I help you? Okay. You did a good job. Can you understand it? Yeah. Okay. Excellent. Je pense que l'utilisation du robot SEM sera une révolution dans le domaine de l'éducation. Pour nous, les humains, ça demandera peut-être encore plus d'efforts pour le concurrencer. De nos jours, tout le monde a un ordinateur. Moi, je possède 5 ou 6 appareils, une tablette, un smartphone, un ordinateur, un PC portable. D'ici 10 ou 20 ans, il est très probable que tout le monde possédera plusieurs robots qui rendront différents services. L'aide ménagère, les outils d'éducation ou de loisirs, le babysitting seront pris en charge par des robots. Il est possible que d'ici 10 à 20 ans, le nombre de robots dépasse même le nombre de voitures. Les robots s'humanisent et quittent désormais l'univers des usines dans lequel ils étaient jusqu'ici cantonnés. Progressivement, ils entrent dans nos vies. Moins coûteuses que les hommes, les machines, infatigables et dociles, vont pouvoir contribuer à la hausse de productivité dans les services, se substituant aux humains qui, eux, se robotisent de plus en plus au travail. Quel monde naîtra bientôt au paroxysme d'une compétition économique sans merci et donc de plus en plus dénuée d'humanité. Un instant s'il vous plaît. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer 0. 0. 1. 1. 2. 2. Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter. OK. Client, Dunkerque. Total mission, 43 colis. « 5, 3, 4. 20 cartons. 3 OK. 3 restent 17. 2 OK. 2 restent 6. Quantité, total 20, validé 20, bouteille. 2, 1, 3. 2 cartons. 2 OK. 77. 1 OK. 152. 6, 3, 4. 1 carton. 1 OK. Préparation terminée. Impression des étiquettes. On n'est plus tout seul. On a quelqu'un qui nous parle. Une puce implantée dans le cerveau, je crois que ce serait aller un peu trop loin. Je suis à peu près convaincu que la technologie libère l'homme, jusqu'à un certain point. Là, je suis libre, hein, je peux arrêter de faire une mission, sortir, aller prendre un café, revenir, recommencer à travailler, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas tenu par la machine. C'est l'inverse, c'est moi qui tiens la machine. J'espère pour longtemps. Je suis optimiste. Aujourd'hui, sous des pressions diverses et variées, il y a ce risque d'une société fonctionnelle, c'est-à-dire où l'individu est assigné à des places et des fonctions, se transforme en segment technique, n'est-ce pas, et devient une pièce détachée de l'espèce. Je m'explique, ça veut dire que, en gros, alors qu'on insiste de plus en plus sur notre consentement, alors qu'on insiste de plus en plus sur notre autonomie, notre indépendance, en même temps se mettent en place des dispositifs qui fait que la marge de liberté d'un individu est de plus en plus réduite. Je pense que la science a un rôle à jouer dans la manière de gouverner notre société. Je ne suis qu'un modeste scientifique qui fait de l'imagerie cérébrale, mais au fur et à mesure que le savoir s'accumule dans notre laboratoire et dans beaucoup d'autres,
On va devoir décider à un niveau beaucoup plus large, au niveau de la société, comment on va utiliser cette connaissance, comment on va changer la façon dont on communique, dont on éduque les enfants, comment on va traiter les personnes âgées. Pour moi, c'est l'un des plus grands défis actuels, et on commence juste à s'en rendre compte. Je crois qu'il faudrait créer une sorte de ministère du cerveau pour s'occuper de toutes ces questions. Jamais autant qu'aujourd'hui, nous n'avons été plongés dans un monde où la réalité est totalement dévitalisée, elle est géométrisée, elle est planifiée, elle est virtualisée, elle est numérisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les sciences qui vont être technicisées, il y a aussi la manière de vivre, la manière d'exister. Idéologiquement, le danger, c'est de nous prédisposer politiquement à penser que nous sommes des animaux comme les autres, pour aller vite. Donc ça nous permettra d'être traités comme des bêtes. This is Matilda. G'day, I'm happy to be here, playing games with you. Number 33, all the threes. Repeating, number 33. Next. Number 85, 85. Repeating, number 85. Next. Number 73, 73. Number 21, 21. Repeating, number 21. We use bingo as Nous utilisons le bingo comme premier point de contact avec les résidents âgés parce que c'est une activité de groupe. Quelques-uns apprennent à jouer avec l'interface de commande. Bingo. Au Japon, vers 2040, 40% de la population aura plus de 65 ans. C'est un problème très sérieux. Il y aura de moins en moins de jeunes pour s'occuper des personnes âgées. L'Australie se trouve devant un problème similaire. How are you? Very well, thank you. How many meals do you eat on an average day? 3 meals a day. Do you eat many sweets? No. Try to eat fat-free sweets with less sugar instead of fatty and high-calorie sweets. Eat more fruits. Do you think you will be able to implement some of the changes I am suggesting? Yes. Good. I am sure that it will help you stay healthy. So it can read the news, it can help in doing internet shopping. It can also become like a best friend. Absolutely. You know, well, that's technology used in a very positive. Absolutely, that's the whole idea. It's not technology that's just, No. You see, technology to enrich her life, to improve her well-being. We want to get it right. En fait, nous sommes en train de créer un réseau de robots, un réseau de Matilda, qui seront installés dans les maisons de retraite, chez les médecins de famille, dans les centres communautaires, à domicile chez les proches, afin de combler le manque de présence humaine, le manque d'éléments humains dans la vie de ces personnes âgées. Je crois que le marché des robots compagnons sera de l'ordre de centaines de millions de dollars dans les 10 à 20 ans à venir. Voulons-nous vraiment d'un tel monde ? Un monde sans humains ? L'essentiel de la vie humaine, c'est précisément ce qui ne peut pas être calculé. C'est-à-dire l'amour, la spiritualité, la poésie, la sagesse, la musique, la tendresse, l'altruisme, la générosité, la solidarité humaine. Toutes ces choses qui ne peuvent pas être comptées sont petit à petit évacuées du paysage. Alors un monde sans humains, dans lequel il y aurait des cyborgs,
ou des individus qui seraient des hybrides ou des chimères, qui seraient à la fois des machines et des restes, des ersatz d'humains, je pense que ce ne serait pas un monde. Il faut rendre cette contradiction-là visible et il faut la rendre insupportable. C'est le seul moyen, me semble-t-il, de nourrir justement l'esprit de la résistance et l'attitude de la résistance. Il faut que nous renoncions, n'est-ce pas, à laisser aux experts le soin de guider nos vies, que ce soit des experts en économie, que ce soit des experts en politique, que ce soit des experts en nanotechnologie, etc. Il faut que nous puissions nous réapproprier cette démocratie que nous avons eu tendance à abandonner à leur profit, sous la pression des politiques sécuritaires et sous la pression des industries diverses et variées de l'humain.